Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello. Aujourd'hui, on va parler de sexe pendant la grossesse et après la grossesse. Oh my god, ça va être trop bien. Et je ne suis pas seule, j'ai une invitée qui s'appelle Camille. Salut Camille! Coucou Livia. Hello! Camille est sexologue clinicienne. Elle est la créatrice du podcast Camille parle sexe, qui est trop bien, je recommande, c'est super intéressant. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé. Et normalement, au moment où j'enregistre le podcast, vous le savez, je suis moi-même enceinte. Waouh, quelle nouvelle! Et donc, quand j'ai vu que tu avais écrit ce livre, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut absolument que je l'interviewe pour qu'elle me dise tous les trucs qu'il faut savoir. Parce que forcément, la sexualité, c'est l'un de mes thèmes préférés. Mais surtout, étant donné que c'est mon premier bébé, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, tu vois. Je suis vraiment Yes. dans le flou. Ouais. Et donc, je suis très contente de t'avoir avec nous. Et avant qu'on démarre, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu plus en détail, de nous dire des choses sur toi? Yes, alors je m'appelle Camille, je viens juste de réemménager près de ma famille à Lyon en France. J'ai 31 ans, je crois, je sais plus maintenant, faut que je fasse le calcul. 31 ans ou 32. Tu sais, quand on devient maman, tout devient flou, tout le temps passe trop vite. Il n'y a plus d'âge, Heu, c'est que j'ai de la plus d'âge. sagesse. Ouais, mon âge en fait, c'est l'âge de mon enfant. Je sais que j'ai une petite de bientôt 1 an. Je suis mariée avec un homme et je suis sexologue clinicienne et autrice du livre Réinventer sa vie intime après bébé. Parce que moi aussi, comme toi, c'était mon sujet de prédilection, la sexualité, et je voulais m'informer au mieux avant d'avoir un bébé. Et depuis lors, j'ai eu un bébé. Super, merci beaucoup. En tout cas, j'apprécie beaucoup ta présence et j'ai pas mal de questions pour toi, mais en même temps, j'ai envie que ce soit assez fluide et que juste on voit ce qui émerge parce que j'ai mes questions personnelles en tant que future Oui, maman. J'ai quelques questions de mes clientes aussi et donc on va voir où ça nous porte et voilà. Donc parfait. let's go, t'es prête? Oui, faisons comme ça. Mhm. Super. Donc ma première question, c'est une question que je pense que tout le monde se pose, mais je la pose quand même, c'est est-ce qu'on peut faire l'amour quand on est enceinte? Et si oui, c'est bien. Et sinon, est-ce qu'il y a des contre-indications? Ouais. Donc, oui, on peut faire l'amour enceinte. Déjà, faudrait se redire un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour, hein? Parce que il peut y avoir des contre-indications, c'est rare, mais ça peut arriver et si c'est le cas, de toute façon, vos professionnels de santé, que ce soit les sages-femmes ou les gynécologues, vont vous le dire. Mmh. Et les contre-indications, des fois, ça peut être une contre-indication à la pénétration parce que, par exemple, il y a un placenta prévia, donc un placenta qui est placé en bas et qui peut, causer des saignements et cetera. Alors les termes médicaux, je vais pas rentrer plus là-dedans, mais dans tous les cas, quand il y a des contre-indications, les professionnels de santé vont vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Donc généralement, vont interdire la pénétration parce qu'il peut y avoir, des risques. Mmh. Donc, si c'est le cas, pas de souci, il y a plein de choses qui peut se passer si vous avez envie, si vous avez du désir pour, prendre plaisir, pendant la grossesse et pour prendre du plaisir intime, que ce soit seul et ou à 2. Et quand il y a pas de contre-indication, alors là, tout est possible, tant qu'il y a du désir aussi, hein, évidemment. Et oui, parce qu'on peut tout à fait avoir du sexe non pénétratif pendant la grossesse. Au pire, si Oui. c'est la pénétration
qui est, non recommandé. On peut faire du sexe non pénétratif, Oui, alors il y a des fois une contre-indication et là qui est plus, dérangeante dans le sens où des fois ça va être même la contre-indication à avoir des orgasmes. Parce que, bah, mmh, quand on a des orgasmes, il y a des contractions, hein, des contractions des fois du col de l'utérus et alors là, des fois, il peut y avoir une contre-indication. Donc là, c'est un petit peu plus particulier et beaucoup plus frustrant pour les personnes qui veulent continuer à avoir du plaisir parce que, bah, là même, on recommande pas d'avoir du plaisir. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus, dérangeant, ouais. c'est un peu plus dur, donc pas de masturbation, pas de cuni, pas de ouais, 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 pour éviter d'avoir du pas plaisir, ouais. ouais, Mais je bon, comprends. ça reste, ce n'est pas la majorité, hein, donc voilà, d'être rassuré quand Oui. même. On peut avoir quand même du plaisir sensuel, mais s'assurer de ne pas aller jusqu'à l'orgasme pour ne pas créer, de Mmh. contractions éventuelles. Ouais. Et une autre question qui vient souvent, c'est: est-ce que le bébé ressent quand on fait l'amour avec pénétration? Ça, c'est super intéressant. Alors, moi, j'aime bien dire: «Oui, il ressent» dans le sens où il est baigné de toutes les hormones, pendant, bah, quand on fait l'amour et quand il y a du plaisir, bah, il y a un cocktail hormonal qui se dégage et qui envahit, notre cerveau et tout notre corps, donc il est baigné aussi là-dedans. Après souvent, quand on pose cette question-là, c'est plus au niveau physique. Est-ce que le bébé, est-ce qu'on va taper est-ce que le pénis va taper, la tête du bébé, hein? Concrètement, c'est J'imagine. c'est la question qui est posée et là, je rigole, mais c'est souvent une question aussi d'ordre anatomique. C'est souvent parce qu'on n'a pas de représentation et on pense que, bah, le vagin tout de suite, le bébé est à côté du vagin alors que, bah, Mmh. il y a le conduit vaginal où il y a le pénis qui peut, entrer, et peu importe, en fait, la taille du pénis, bah, il peut pas aller plus loin que le vagin. Ensuite, il y a le col de l'utérus avec généralement, en plus, le bouchon muqueux quand on est enceinte pour bien protéger Mmh et mh. puis il y a l'utérus où là, même le bébé est dans sa bulle, dans son liquide amniotique. Mmh. Donc anatomiquement, c'est pas possible qu'il y ait un contact physique, pénis contre le bébé, peu importe la taille, du pénis. Et en fait, c'est vrai que c'est 2 cavités complètement séparées Mmh. et parfois enfin, forcément, si on n'a pas l'idée de l'anatomie, on se rend pas compte, mais c'est comme si, je sais pas, le bébé était dans une pièce complètement différente que le pénis qui Ouais. voilà, c'est comme quand vous faites Et s'il l'amour était et dans que une autre votre chambre? bébé dort dans la chambre, c'est pareil. Et j'avais une cliente qui posait une question qu'il y avait un truc qui la perturbait. C'était, elle avait une sensation quand elle faisait l'amour avec pénétration d'exhibition en se disant: «Mon bébé, il est en train d'assister à ça» et limite un truc un peu, est-ce que c'est incestueux? Enfin, ça lui psychologiquement, elle était mal à l'aise et donc Oui. est-ce que tu as une recommandation pour se sentir bien avec ça? Parce que moi aussi, des Mmh. fois, je le sens. Je me dis: «Quand Ouais, même, je fais l'amour, mais mon bébé, il est là, quoi. Il est ouais. peut-être qu'il sera pas touché, mais il est quand même dans la même pièce» et comment on Dans mon peut vivre intimité. ça Mmh. différemment? Ouais et ça, je pense qu'à chaque moment, il y a que ce soit, l'homme ou la femme peut le ressentir et Mmh. des fois, ça peut être, justement une cause d'une baisse de libido, de plus avoir envie parce que, bah, il y a une intrusion, il y a ce bébé qui est là, en même temps, est-ce qu'on est en train de faire l'amour à 3? C'est bizarre, il ressent des choses. Je pense la première chose, c'est, bah, de conscientiser sans se juger, en fait, hein, il y a tellement de bouleversements, c'est tellement nouveau aussi, c'est tellement peu souvent dans la vie d'une femme que ça arrive aussi, une grossesse que, bah, c'est quand même nouveau et ça pose question. Donc je pense que c'est déjà de reconnaître ça et de pas aller au-delà de si on n'est pas confortable. Par contre, ça peut être intéressant, bah, d'en discuter au sein du couple aussi, de pouvoir exprimer comment on ressent les choses, l'un comme pour l'autre, pour que l'autre puisse aussi avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Après, des fois, d'avoir des informations comme dire: «Bah, non, anatomiquement, c'est pas possible. Oui, l'enfant peut être baigné». Moi, ce qui m'aidait, c'était de me dire: «Bah, si j'ai du plaisir, ça va aussi baigner mon enfant dans plein d'hormones, de super hormones». Elle, je savais pas que c'était une fille à cette époque-là, mais elle va être baignée dans l'ocytocine et quoi de mieux pour mon bébé? Donc Mmh. moi, c'est ça qui m'aidait à aller là-dedans. Donc chacune peut essayer de trouver, mais pas besoin d'aller au-delà si vraiment vous sentez que voilà, c'est et la question de l'inceste revient souvent aussi Mmh. et là, peut-être, ça peut être intéressant des fois de creuser aussi ou de pouvoir en discuter, bah, avec par exemple des psys, juste pour pouvoir poser ça, d'être rassuré et à voir une fois que c'est il y a de la réassurance, si on a envie d'aller vers ça ou pas et il y a pas de souci en soi aussi, on n'est pas obligé d'être dans de la sexualité, que ce soit pénétrative ou pas pendant la grossesse. Carrément et c'est bien que tu le dises parce que
Personnellement, c'était une période pour moi où ma libido, elle était, catastrophique, hein, on va pas se mentir. J'ai, Le 1er 1er tri trimestre est chaud. 1er trimestre, ma priorité, c'était comme je disais à mon chéri, gestion de nausées, gestion de fatigue, c'était les 2 Mmh. mes 2 boulots Ouais. et c'est vrai que tu penses pas en fait, tu penses pas à faire l'amour. Dans mon cas, je vais pas généraliser parce que je pense que c'est pas pareil pour tout le monde, Mmh. mais j'y pensais même pas comme, c'était pas une activité de mon quotidien, tu vois? Non, Et je tu me avais d'autres demande choses dans ta survie. ouais, c'est clair. Déjà, la fatigue était tellement, difficile Mmh. que me dire qu'en plus je dois m'engager dans un acte sexuel, mais et je veux pas être passive, tu vois? Genre, je veux quand même Mmh. participer. C'était difficile et je me demande si tu as observé ça beaucoup. Bah, comment sont les fluctuations de libido en général? Et est-ce que tu as vu des Oui, cas particuliers, qui sortent de cette généralité-là? ouais. Bon, en sexo, je vous rassure, je te rassure, je rassure ton audience, on voit de tout. Là, je vais dire un peu les cas, génériques, ce qu'on peut lire dans les études, mais je vous rassure qu'en fait, en séance, je vois de tout. Donc souvent, ce qu'on va décrire, ce que les études vont décrire, c'est que le 1er trimestre, comme tu disais, bah, il y a les nausées, il y a la fatigue. Moi, j'avais l'impression d'être aspirée par un trou noir, j'avais l'impression que je pouvais pas m'en sortir, que j'étais aspirée, quoi. Il y a aussi des fois la peur de faire une fausse couche, tout ça qui va venir jouer, en fait, sur, une baisse de libido. Donc généralement, le 1er trimestre, la plupart des personnes, en tout cas enceintes, la libido est plutôt faible. Au 2e trimestre, quand la plupart du cas, les nausées sont de côté, on retrouve une certaine énergie. Encore une fois, tout dépend, des femmes et des personnes. Là, la libido peut revenir et des fois, c'est même à ce moment-là, au 2e trimestre, où même certaines femmes vont découvrir ou redécouvrir des sensations orgasmiques assez puissantes. Tu vois? Parce qu'il y a cette libération, il y a des sensations qui sont différentes, il y a une sorte de, sensorialité aussi, hein, comme le placenta, bah, il faut beaucoup d'oxygène, beaucoup de sang et ben, il y a un afflux de sang qui est plus, localisé vers le bas. Des fois, ça peut amener à une congestion, mais il y a un afflux de sang et donc du coup, des fois, certaines femmes vont dire: «J'ai une sensibilité beaucoup plus accrue aussi au niveau de la vulve». Que ce soit du coup en termes perçus: «Ah, ça me procure du plaisir cette sensibilité» ou «C'est tellement sensible que ça me procure de la douleur». Tu vois? Il peut y avoir Mmh. vraiment plusieurs cas de figure et le 3e trimestre, de manière générale, bah, là, le ventre, des fois des douleurs physiques, ça commence à peser, ça commence à être lourd, la rétention d'eau, des fois des douleurs et cetera qui vont faire que un peu moins d'envie, aussi au niveau de l'intimité. Là, je parle pour les personnes enceintes, mais il y a aussi, bah, les partenaires, que ce soit, les hommes ou les femmes, les coparents, qui vont aussi avoir peut-être des fluctuations de libido et ça pareil, ça va dépendre des personnes. Mais ce qui revient souvent des coparents et dans les études qui sont malheureusement centrées sur les couples hétérosexuels, c'est cette peur des fois de blesser la partenaire avec leur pénis. Donc c'était bien que tu poses cette question-là et à la fin de dans les derniers trimestres, ce qui revient dans le dernier trimestre, c'est, bah, là, ça y est, c'est concret, quoi. Enfin, la difficulté à se représenter le bébé, mais le ventre, il est quand même là, bien imposant entre nous 2 et donc ça peut jouer aussi sur le désir. Carrément. Et ouais, non, c'est clair, dans tout ce que tu dis, je me reconnais et du coup, j'ai 2 questions, enfin 2 Mmh. observations. La première, c'est que j'ai remarqué ça, cette sensibilité accrue. Je Ouais, pense qu'on devient sensible au global, hein. Moi, je ouais. suis une, Puis les hormones. tu vois? Putain, je pleure pour rien, c'est Mmh. c'est pas pour rien, mais des choses qui me faisaient pas pleurer avant, voilà. Et Mmh. aussi, j'ai ressenti, quand je me donnais du plaisir ou en plaisir à 2, que tout était tellement intense et pas comme avant, tu vois? Et je pense que Mmh. ça rejoint ce que tu disais, j'avais vraiment une sensation d'intensité et tu as presque, soit tu vas dedans et tu te dis: «Waouh, trop bien, je vais avoir plein de plaisir», soit tu peux avoir un mouvement de recul en te disant: «Waouh, ça fait Oui. beaucoup» et pour moi, c'était beaucoup et j'arrêtais pas de dire à mon partenaire: «Waouh, là, c'est beaucoup, on change, on fait autre chose» parce que j'arrive pas à gérer le trop plein de sensations et c'est pas de Oui. la douleur, mais c'est juste: «Ah!» Trop ouais, le trop plein de sensations, des fois aussi, peut se traduire par la tête qui tourne. C'est Mmh. tellement trop à gérer qu'il y a la tête qui tourne et des fois, pour certaines personnes, ça peut les inquiéter. Mais c'est des fois, il y a tellement d'informations d'un coup que là, le cerveau sature un petit peu et donc des fois, c'est simplement de ralentir, de respirer un coup, d'arrêter. Mais effectivement, la sensibilité, elle se développe de plus en plus, je trouve, pendant la grossesse et en postpartum aussi, hein.
Ouais, carrément. Et je me demande si, enfin, je sais qu'on n'a pas, il n'y a pas d'injonction, mais est-ce qu'on devrait essayer de faire l'amour pendant la grossesse ou se dire c'est une période où je peux mettre de côté? Pourquoi je dis ça? Parce que bon, premier trimestre, on est crevé, mais deuxième, peut-être qu'on a un peu plus d'énergie. Est-ce que c'est le moment de reposer l'idée d'avoir une sexualité un peu plus régulière, ou est-ce que c'est une période où on peut se dire, tu sais quoi là, pas Mmh. de sexe et c'est ok. Ouais. Les 2 sont envisageables. Hem, je dirais dans le cas de figure où on se dit: «Bah, là, j'ai envie d'être tranquille et c'est tout à fait, légitime et j'ai pas envie de sexualité» et cetera. Heu, par contre, de prêter attention alors à la connexion au sein de la relation. Je dis Hmm. ça parce que des fois, je peux voir des personnes qui vont se dire: «C'est une bulle, c'est une parenthèse la grossesse, on est dans un autre monde, pas de sexualité» et souvent les partenaires vont être: «Bon, bah, OK, ouais, c'est une parenthèse», mais vont se dire: «Bon, bah, quand même, après une fois que c'est fini la grossesse, on remet tout ça en route». Mais comme il y a eu un peu cette coupure dans cet élan de connexion au sein de la relation, on peut les retrouver ces couples-là, quelques mois après le postpartum, enfin quelques mois en postpartum, ou quelques mois après l'accouchement, se dire: «Ah mais en fait on a du mal à se retrouver. On n'arrive pas, on est maladroit, on ne sait plus comment faire, ça me semble bizarre» et cetera. C'est parce que, bah, oui, soudainement pendant 9 mois, ils ont plus rien fait pour se connecter. Donc effectivement, va falloir se remettre dedans. Donc ça demande des efforts, alors qu'en postpartum, on peut être fatigué et que il y a plein de bouleversements hormonaux, physiques qui font que, bah, c'est peut-être pas le moment de remettre encore plus d'efforts aussi là-dedans. Ouais, donc autant, entretenir une certaine intimité tout le long, même si c'est de l'intimité qui n'est pas forcément sexuelle, pas forcément pénétrative, mais qui est Oui, en lien, peut-être avec de la sensualité, du toucher, rester en lien en fait avec son ou sa rester en lien. partenaire. Mmh, Ouais, rester en lien. tu raison, Des tu raison. moments de couple, des moments de légèreté aussi. J'ai l'impression que souvent les personnes, les couples, oublient, d'avoir de l'amusement ensemble, du fun, quelque chose de ludique Ouais, et quand on commence à perdre ça, ça se ressent dans la sexualité. C'est souvent, on mmh. va dire: «Bah, en fait, ça devient ennuyant dans la sexualité» ou «Ça me donne moins envie» et questionner un petit peu cette part de fun dans déjà de manière générale. Carrément. Mais j'observe ça chez certaines de mes clientes qui, ont eu des enfants, et très souvent, il y a une grosse perte de désir après la naissance d'un enfant qui peut durer, quelques mois, voire quelques années pour certaines de mes clientes. Donc dans certains cas, il y a des choses qui sont plus profondes, mais dans d'autres cas, c'est comme si, le fait d'avoir une enfant, ça, disons, ça les a focalisés sur autre chose, ça les a éloignés de la sexualité. Revenir dessus devient très compliqué et presque pas prioritaire, en fait. Et Ouais. donc ça fait un énorme travail, comme tu dis, un énorme effort de revenir sur le sujet. Et donc dans certains cas, c'est lié à la grossesse et dans d'autres, c'est lié à autre chose. Mais c'est vrai que je pense que maintenir ce lien peut vraiment aider, parce que j'imagine qu'en postpartum, bah, là, tu es dans le vif du sujet, tu viens d'accoucher, on va en parler Mmh. tout à l'heure, mais c'est pas là où tu dois être la plus en mode, sexy time. Donc ouais, je suis d'accord avec ce conseil. Je sens que, effectivement, Ouais. ça peut vachement aider. Oui, puis les personnes vont souvent dire depuis la naissance, depuis l'accouchement et oui, mais j'ai l'impression quand même que le plus gros pourcentage quand on questionne, c'était déjà avant, voire même la période de la grossesse. «Ah bah non, mais on avait tout arrêté complètement». Bon, Ouais, bah, en fait, c'était pas depuis l'accouchement, c'est que c'était et depuis la bien grossesse avant. ou même avant, on se rend compte qu'il y avait déjà une perte de connexion ou un peu moins fun ou moins de plaisir ou des douleurs. Il y avait des prémices qui étaient peut-être C'est ça. moins flagrants et Mmh. souvent ce que je dis en postpartum, ça vient amplifier tout ça. Ouais, carrément. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai vraiment eu une perte de désir et à un moment, je me sentais un peu coupable. Et Mmh. j'en ai parlé à mon partenaire, il m'a dit: «Moi, je m'en fiche, hein, du moment que toi, tu te sens bien, enfin, que c'est ton bien-être qui compte». Et moi, je me disais: «Effectivement, c'est vrai, donc tant mieux», mais que quand même, j'ai pas envie de me retrouver à pas faire l'amour pendant des mois et après plus Mmh. savoir comment m'y prendre. Ouais. Surtout que j'imagine qu'après avoir accouché, ton corps change, tes sensations changent, et donc c'est encore autre chose à apprendre. Et ouais, c'est une aventure quand même, hein. Ouais et tu Une sais, tu aventure. saurais dire pourquoi tu te sentais, coupable? Parce que tu disais cette peur, bah, après de plus avoir de désir ou plus savoir comment faire, donc un peu lié à la peur, mais pourquoi la culpabilité? Comme si tu Mmh. devais quelque chose ou c'était quoi, Parce que moi, j'ai ce truc, que quand quelque chose s'arrête pour moi, j'ai toujours peur que ça s'arrête pour
toujours. Toujours. Mmh. Et Mmh. donc je pense que ça peut être d'autres personnes peuvent se reconnecter à ça. C'est l'idée que si j'ai plus envie là, j'aurais plus jamais envie et en fait, c'était Mmh. pas le cas, tu vois? Chaque Mmh. fois, c'est revenu mais c'est tout état nouveau. Quand tu es dans un état qui est nouveau pour toi, tu te dis: «Est-ce que c'est mon état permanent?» Ouais, Et c'est tu réalises l'inconnu. qu'en fait, non, c'est temporaire et que ça va Mmh. changer et que ça va encore changer. Par contre, ce que j'observe aussi, c'est que ça demande une capacité d'adaptation et ça Totalement. vient mon autre question qui était sur tu parlais du ventre et du ventre qui prend de la place. Moi, j'ai vraiment senti, la place de mon alors j'ai pas un très, très gros ventre pour là où j'en suis, Oui. je trouve, hein, tu vois? Il est encore assez petit, mais je me rappelle quand il commençait à prendre un peu de place, je me suis sentie vraiment déconnectée de mon corps dans le sens où je le reconnaissais pas Mmh. et j'ai dû faire des pratiques sur moi-même pour me reconnecter avec lui, pour ensuite avoir des relations avec mon partenaire parce que je sentais que c'était pas un manque de désir, c'était vraiment: «Mais c'est bizarre ce ventre». Des C'est comme une espèce Oui. d'excroissance, tu vois? Tu sais qu'il y a un Ouais, bébé dedans, mais c'est un oui, peu bizarre et je me ouais. demandais si toi tu avais eu des voilà, c'est quoi ton expérience de ça? C'est vraiment physique, hein, c'est littéralement il y a un ventre qui se développe qui n'était pas là avant et C'est ça ça. va plutôt vite, hein. Ouais, ça va plutôt vite, c'est ce qu'on se disait en hors ligne, on a besoin vraiment de ces 9 mois, quoi et même encore après, j'ai mis du temps à me dire: «Ah oui, je suis maman». Moi aussi, mon ventre, il a mis du temps, mais parce que moi, j'ai beaucoup vomi, j'ai une pathologie, qui est Mmh. l'hyperémèse gravidique, donc des vomissements constants, une hospitalisation et cetera, donc il a mis un Mmh. peu de temps à sortir et quand il est sorti, c'est vrai qu'il y a aussi des fois cette sensation de lourdeur parce que la peau vraiment, elle tirait, enfin, je sentais que ça tirait constamment, quoi. Donc ça peut Mmh. être aussi, de se dire: «Waouh, ça tire», puis on voit son ventre et on se dit un petit peu c'est on sait qu'il y a un bébé à l'intérieur, mais en même temps on se dit: «Ah tiens, je suis grosse», enfin c'est un peu comme tu disais, un peu cette déconnexion, le temps de se familiariser. Je pense que tu as bien fait ces pratiques de reconnexion, à soi. Moi ça passait beaucoup par le toucher aussi, la sensualité, pour m'approprier, me familiariser. Je trouve que plus on se familiarise avec une zone, plus on peut l'intégrer aussi et l'unicité et être à l'aise avec aussi. Ouais, carrément et en fait, c'est presque une étape d'acceptation parce que, oui, ça change, mais ça change parfois plus vite que ce qu'on est capable d'encaisser comme changement et tu Mmh. dois à un moment te poser et dire: «OK, j'accepte ce changement, Oui, j'accueille ce changement» et je ouais. sais que par rapport à mon partenaire, j'avais un peu peur qu'il soit repoussé. Je sais pas si tu as déjà vu ça beaucoup, mais je me disais, mon physique change, donc est-ce qu'il est toujours Mmh. attiré par moi? Et il m'a assuré Mmh. que pour lui, il y a rien qui Mmh. change, c'est pareil. Pas tant que ça, Mais en fait, au mais final. ouais, pour lui, c'est Mmh. pas si différent. Mmh. Mais est-ce que toi, tu as déjà vu ça des 2 côtés, du côté de la personne enceinte ou de sa partenaire? Hem, Quelles sont les Mmh. réactions qu'on peut observer par rapport à un ventre qui grossit ou même un corps qui Mmh. change? Parce qu'on peut Oui, prendre du poids généralement aussi. Ça peut ne ouais. pas être que le ventre. Oui, le corps qui change, souvent on entend, hein, dire: «Ah bah oui, ça va être, les hommes, ça va leur faire, bizarre ou ils vont trouver moins sexy» et cetera. De ma pratique, moi en tout cas, les personnes que j'ai en consultation, c'est pas tant que ça. Les hommes souvent c'est, bah voilà, ni chaud ni froid, toujours comme avant. Alors bien sûr, il y a quand même un pourcentage où qui vont dire: «Bah moi je suis pas à l'aise avec ça et je préfère pas», voilà. Mais quand même dans la majorité, ça leur fait voilà, on continue comme avant quoi, c'est un non fait ou et même pour un autre petit pourcentage où au contraire, ça va même être encore plus excitant, tu vois? Cette image de ce que peut représenter, bah, ma femme qui est enceinte, qui prend des formes, qui enfin voilà, pour certains hommes, ça peut être très excitant aussi et par contre, ce que je remarque, c'est quand même plus difficile, par contre, pour la personne qui le vit dans son corps, ce changement-là, parce que, bah, on est des femmes et dans notre société, on nous conditionne quand même à être fermes, à être toniques, à être dans les codes, hein, dans les normes et soudainement, bah, prendre, du poids un peu de partout, ou même que ce soit que du ventre, bah, c'est une perte de contrôle un petit peu aussi. Ouais, Hein, c'est alors sûr. que pour beaucoup de femmes, peut-être pas tout le monde, mais quand même pour beaucoup de femmes dans nos sociétés, on a quand même inconsciemment ou consciemment ce contrôle sur nos corps. La C'est société vrai. a ce contrôle sur nos corps et nous de facto, et des fois c'est cette perte de contrôle et souvent ça peut être souvent au dernier trimestre où là, tout peut échapper, hein. Il y a des personnes qui disent: «Mais pourtant, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, mais je prends quand même des kilos, quand même je mets de la crème et quand même j'ai des vergetures», qui ne comprennent pas en Oui. fait. Ça leur échappe parce que oui, c'est hors contrôle. C'est clair et non, mais c'est trop intéressant parce que
quelque part, oui, tu as envie de maîtriser comme tu maîtrisais avant. Parce que moi, avant, je faisais du sport très régulièrement et donc mon corps a pas beaucoup eu de fluctuations de poids avant la grossesse. Et puis quand premier trimestre, j'ai plus pu faire de sport parce que j'étais vraiment trop fatiguée Mmh. et en même temps, mon ventre grossit et donc je me sens à la fois moins tonique et à la fois mon ventre qui grossit et je me dis: «Oh!» Mmh. et après Ouais, je me suis dit: c'est «Bah, c'est la vie», challengeant. tu vois? Tu Ouais. acceptes et enfin, je veux dire, s'il y a une période où il faut avoir de l'acceptation, c'est bien là parce que tu peux Oui, pas y tu pas faire d'autre grand choix. chose. Tu Non, pas vraiment c'est d'autre choix. c'est non. Ou alors de vivre vraiment les 9 mois, voire plus, bah, ça doit être affreux vraiment. Je pensais vraiment à toutes ces femmes qui ont du mal parce que, bah, pareil quand tu au premier trimestre où j'avais pas du tout puis moi en plus je vomissais et tout ça et je me reconnaissais pas dans ma manière de m'alimenter, tu vois? Je mange beaucoup de légumes, très, variés, mais au premier trimestre, ce qui passait, voilà, si ça pouvait être des chips ou des patates, je prenais ce qui pouvait passer un minimum, mais je me reconnaissais pas dedans. Je me disais: «Oh, mais qui je deviens? Ça y est, mais je mange n'importe comment» et ça Mmh déstabilise de mh. plus se reconnaître finalement. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est Moi, une je suis dans phase. ouais, c'est ça, c'est une phase. Moi, je suis dans une phase où la moitié des choses que j'aimais manger, j'aime plus. C'est Ouais. tu vois, il y a des gens qui ont des envies, moi j'ai des non-envies. C'est vraiment, et d'habitude, je fais attention et là, je me dis: «Ben, ce que je peux manger, je mange, quoi». Parce que Mmh. essayer de Survie. me ouais, parce que la survie, oui, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, tu dois juste manger et Mmh. c'est un petit peu déstabilisant parce que tu te dis: «Oh là là, j'aimerais manger différemment», mais ton corps, Mmh. il assimile ce qu'il peut assimiler et tu vois, dans ton cas où tu vomissais, s'il y a quelque chose qui peut passer, te donner un peu de nutriments, c'est prioritaire, Mmh. quoi. Ouais Vraiment et en plus dans mon prioritaire. cas, c'était vraiment je pouvais rien. Il y avait un jour où ça pouvait fonctionner, le lendemain plus, j'arrivais plus à Mmh. comprendre et la grossesse, comme je disais aussi, hors antenne, ouais, c'est d'accepter que c'est une phase, que ça nous échappe, qu'on est au «ralenti» entre guillemets, de ce que la société, peut nous faire percevoir aussi, ce que nous du coup on y perçoit. Mais ça prépare aussi au postpartum, au fait que, bah, pareil, encore une fois, au postpartum, bah, le corps va changer, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qu'on va pas comprendre, on va faire de cette manière-là, ce rythme-là, ce jour-là avec notre bébé, puis le lendemain, ça fonctionnera plus. On se dira: «Mais qu'est-ce qui s'est Mmh. passé?» C'est constant, quoi, Ouais, carrément. l'incertitude. C'est clair et en plus, je ça change du jour au lendemain. C'est-à-dire un jour, tu peux te sentir très bien, le lendemain, pas du tout et Mmh. tu surfes avec les vagues, quoi. Ouais, je pense que des fois, faut pas chercher à comprendre, quoi, Mmh. faut pas chercher à comprendre, il faut juste se dire: «C'est ainsi, c'est une phase». Enfin, en tout cas, moi, c'est mon mental et c'est ce qui m'aidait, à tenir, de me dire: «C'est comme ça et on avance, quoi». Dans le cadre de la maladie que tu as eue, tu peux Ouais, rappeler le nom? ouais, l'hyperémèse, gravidique, c'est vrai que c'est bien d'en parler parce que c'est peu connu. Moi, j'en avais entendu parler avec, la princesse, Kate Middleton quand à toutes ses grossesses, elle a eu de l'hyperémèse gravidique, donc on disait: Oui. «Ah, elle vomit, elle est hospitalisée», mais c'est vraiment, enfin, c'est une horreur, vraiment. Des vomissements constants, bah, du coup, plus rien ne passe en termes de nourriture où ça ressort et ce qui me faisait moi le plus peur, c'est même l'eau. Donc Mmh. l'eau ressort, donc moi je sais qu'on peut vivre plusieurs jours sans nourriture, je sais aussi qu'on ne peut pas vivre plusieurs jours sans eau et pour certaines personnes, à certains stades, souvent, ont besoin d'être hospitalisées, ce qui a été mon cas, pour être réhydratée, pour, retrouver du poids aussi, parce que souvent on perd beaucoup de poids et des fois pour avoir peut-être la chance de trouver un traitement qui fonctionne. Mmh. Et ça a duré combien de temps pour toi? Pour moi, ça a Toute la été quatre grossesse? cinq mois. 4-5 4-5 mois? mois, Oh ouais, my God ouais. et est-ce que ça a affecté, c'est une question étrange, mais est-ce que Mmh. ça a affecté la joie que tu avais d'être enceinte? Totalement, au début et ce qui m'a sauvée, c'était en plus c'était pendant notre voyage, de noces, mais on était en Grèce, pendant, plus d'un mois et en fait, ça m'a sauvée d'être loin de tout le monde. En même temps, je me sentais isolée, mais j'avais besoin d'être isolée, mais parce que je voulais pas annoncer la grossesse parce que j'allais dire: «Bah, je suis enceinte», tout le monde allait sauter de joie et moi à l'intérieur, mais j'étais en train de mourir, d'être au fond du trou et j'avais pas envie d'annoncer, cette grossesse alors qu'elle était désirée et que j'en avais très envie, mais je savais que là, je pouvais pas en profiter, quoi. Mmh. Et Ouais, ça je m'a comprends. déstabilisée complètement en me disant: «Mais oh, ça va être ça ma grossesse». Moi, je m'étais imaginée, tu vois, continuer à faire du yoga, à être, la femme super active, à faire plein de choses, à me sentir bien dans mon corps, ce qui a pu être le Mmh. cas après quand j'ai trouvé un traitement, mais en tout cas, c'était pas le cas au début. Je me disais: «Oh!» C'était pas du tout ce que j'avais imaginé, quoi. Ouais
Et ça, je pense que ça peut faire un choc, le contraste, en fait, Mmh. entre, l'image que tu as, sachant qui tu es comme personne Oui. et ce que la grossesse crée. Et tu sais ce qui crée ça? Qu'est-ce qui peut déclencher une hyperémèse gravidique? Ou il y a Non, il pas y a pas forcément? de avant on disait, bah, c'était un peu de l'hystérie ou alors, c'était, des femmes qui avaient pas envie de leur bébé. On leur disait: «Bah, elles ont pas envie, elles le rejettent inconsciemment, donc elles vomissent» et le traitement, c'était de les enfermer à l'hôpital, dans le noir, sans personne, sans bruit. Tu imagines? What? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est Ouais, ça donne des frissons rien que d'en raconter, quoi. waouh! Donc voilà, ce n'est plus le cas, aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, j'espère qu'il y a un peu plus de bienveillance. C'est très difficile, même ça, tu te dis: «Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi?» et je me dis même, si j'avais été dans la nature, sans rien, mais je serais morte déjà, en fait. Ouais, et si tu avais pas eu accès à un Bah, ouais, traitement, des choses comme ça, ouais. ouais, carrément, waouh! Donc peut-être Ça c'est devait aussi être la intense. sélection naturelle, mais je me dis: «Bah, ouais, peut-être, en fait, j'aurais pas fait long feu». Heureusement qu'on vit, aujourd'hui dans Ouais, la dans cette période moderne. société, ouais. Donc moi qui suis très dans le naturel et cetera, bah, en fait, plusieurs fois quand même, la médecine, m'a aidée. Ouais, complètement, je comprends. Et du coup, après les 4-5 mois, tu as trouvé un traitement et ça a été mieux? Ouais et là, ça a été mais le jour et la nuit et là mais là, j'ai vécu ma grossesse comme je voulais. Je me trouvais, bah, sexy, j'étais bien, j'avais pas cette sensation forcément d'être enceinte, c'était ma best life, quoi. Ouais, et tu étais Et hyper surtout contente à ce elle est hyper moment-là? contente, puis surtout quand tu passes, d'un truc horrible où tu te sens mal et cetera. Alors les nausées quand même, elles étaient quand même là jusqu'au bout, mais rien à voir avec avant. Donc quand tu as vécu l'horreur, franchement tu savoures, toutes les minutes de répit donc Mmh. Ah, tu m'étonnes. En tout cas, pour les personnes qui ont connu, cette pathologie, peut-être qu'elles peuvent te contacter parce que du coup, oui, comme tu l'as vécu, ça peut être intéressant pour elles. ouais, ou qui sont là-dedans. Il y a des supers associations, d'hyper-MS gravidique en tapant ou des groupes aussi de soutien, pour ressentir que, bah, déjà on n'est pas seul. Et que, bah, ouais, des fois, il y a des traitements qui peuvent exister. Des fois, malheureusement, le seul traitement, c'est d'accoucher parce que ça s'arrête à Ah! l'accouchement. Donc, il y en a Mmh. qui le vivent. Moi, je pensais vraiment à toutes ces femmes qui le vivaient, jusqu'au bout parce que, ouais, horrible. Puis ça en vivant ça, ça pose vraiment la question: «Mais est-ce que j'ai envie d'un autre enfant?» parce que c'est Ouais. tellement horrible, donc ça questionne plein de choses, quoi. Est-ce que c'est possible que ça se refasse comme Kate, Ouais, ouais, généralement, on dit ça peut, pas forcément. Moi, de tout ce que j'ai eu comme témoignage, en tout cas, voilà, je me prépare à si j'ai une deuxième grossesse, que ça sera le cas, quoi, tu vois? Ouais. Et là, peut-être que tu peux trouver un traitement plus tôt ou ça changera rien? Ouais. Bah, peut-être, je me dis: «Bon, ce qui me rassure, c'est qu'il y a eu un traitement qui a marché, peut-être qu'il marchera la prochaine fois», je croiserai les doigts à ce moment-là, mais voilà, ça m'a rassurée à ce moment-là. Parce que D'accord. franchement, si j'avais vécu jusqu'au bout, je pense que j'aurais jamais envisagé un deuxième. Ouais, si tu avais pas vécu, en fait, une partie de grossesse qui soit joyeuse, ça aurait été Mmh. difficile. Ouais. Et je me demande, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'étudier, même d'écrire un livre sur la sexualité autour de la grossesse et après l'accouchement? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ouais. Bah, dans ma vie, il y avait deux grandes passions, quoi. La sexualité, l'intimité, comprendre le couple et ça quand même assez, dès l'adolescence et dès l'enfance, les bébés, quoi. Les bébés, la grossesse, je viens d'une famille nombreuse, donc j'ai des bébés, j'ai plein de bébés autour de moi, une grande famille et là, c'était juste l'opportunité de coupler ces 2 passions, la sexualité, la périnatalité en me disant: «Mais je suis sûre que pendant, une grossesse ou même après un accouchement, il y a des choses qui se passent, en termes de sexualité», mais personne n'en parle. Mmh Personne n'en mh. parlait à ce moment-là, quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2015-2016 et donc j'ai commencé en regardant, bah, des articles scientifiques, en questionnant des mamans pour en savoir plus et c'est plus tard, en devenant sexologue, où là, je me suis dit: «Bon, maintenant j'ai ma casquette de sexologue, je vois des clients qui me parlent de ça, des clientes qui me parlent de ça. Moi, j'ai envie de devenir maman et j'adore m'informer en amont. Donc allez, je me lance puisque, bah, j'ai tout sous le coude, donc pourquoi attendre que quelqu'un le fasse vu que personne n'a l'air de se bouger? Donc j'y vais». Mmh. Donc c'est intéressant, tu as commencé à t'intéresser au sujet bien avant d'être maman, en fait. Oui, ah oui. Mmh. Ah! Ouais, Intéressant, fascinant, j'adore. ouais, ouais, Et ouais. et est-ce que tu et du coup, tu as sorti ton livre avant d'accoucher? Oui.
Avant même d'être enceinte, alors Avant d'être je l'ai enceinte? écrit au moment où j'étais enceinte d'une première grossesse qui s'est terminée par une, fausse couche à 9 semaines. Donc j'étais Mmh. en train d'écrire ce livre et en même temps, une fausse couche et en tout cas, voilà, il a été publié avant que je devienne enceinte, d'une deuxième grossesse. Et quand tu es devenue enceinte de ta deuxième gro d'ailleurs désolée pour ta fausse couche, j'imagine que ça Mmh. devait être hyper difficile. C'est une épreuve aussi, ouais. Ouais, ça a dû être compliqué, donc je t'envoie plein de douceur pour ça. Merci. Et au moment de ta deuxième grossesse, est-ce que tu as senti que ce que tu as dit dans ton livre, c'était vrai? Est-ce que tu t'es auto-validée ou auto-confirmée? Eh bien, en fait et c'est marrant parce j'en discutais, dans mon podcast, justement avec une consoeur qui est aussi maman, d'une petite d'à peu près du même âge, qui est aussi sexologue et on se disait qu'on culpabilisait presque de se dire que on a du mal à se retrouver. Et bien sûr, c'est des généralités. Bien sûr qu'aussi on travaille beaucoup sur la sexualité, on a une certaine aisance, là-dessus, mais par exemple en postpartum, je me retrouvais pas forcément dans ce que je décrivais. Tu vois, Mmh. en termes de, on se sent pas bien dans son corps, bah, moi, en fait et ça m'a étonnée, je me suis jamais autant sentie sexy une Mmh. semaine après avoir accouché. Waouh! Faudrait que tu Je nous donnes portais je la petite, recette. ah, c'était de dormir, j'ai Dormir. dormi pendant 3 jours et hop, je me suis réveillée, j'étais, waouh, je j'ai et en plus, j'avais encore ce ventre, hein, c'était pas dire que j'avais perdu mes kilos, j'avais ce ventre et je trouvais juste, j'avais envie que les gens voient: «J'ai accouché, regardez, j'ai ce ventre qui est encore là, qui montre que j'ai eu un bébé et que» et hem et les retours des gens quand je me baladais, bah, du coup, avec ma petite, en portage, c'était: «Mais vous êtes resplendissante, enfin, vous avez accouché il y a 3 semaines, enfin, c'était quoi votre secret?» Et moi, je disais: «Bah, le sommeil et un congé pâtes, quoi». Enfin, vraiment Ouais, d'avoir, avoir ton aussi partenaire avec bah toi. oui, Mmh mh. bah oui. Enfin, Carrément, ça seule, change bien tout. sûr, j'aurais eu des cernes, j'aurais eu envie de pleurer, enfin, je comprends qu'on peut facilement tomber en dépression si on vit ça toute seule. Mmh. Ah OK, donc en fait, tu as étudié tes clientes et tu as étudié plusieurs personnes pour écrire ton livre, mais au final, ce que tu as vécu, c'était différent de ce que tu as écrit parce que potentiellement, ça allait beaucoup mieux. Bah, je m'étais préparée au pire, tu vois? Ouais. Pour l'accouchement, je pense que je m'étais préparée au mieux. Pour le postpartum, je m'étais préparée au pire et finalement, je trouve que c'était une bonne chose de se préparer au pire et au mieux en même temps. Enfin, je veux dire, comme c'était au pire, bah, du coup, j'ai pu, bien anticiper et ça a été doux comme postpartum, je pense pour plein de raisons. Par contre, là où je me suis retrouvée dans le livre aussi et ça, j'étais contente d'avoir écrit là-dessus, c'était sur les douleurs. C'est-à-dire Mmh. les dyspareunies, les douleurs qu'on peut avoir à la pénétration qui des fois sont des douleurs qu'on peut déjà avoir eues avant d'être enceinte ou des fois pour certaines personnes qui vont les ressentir pour la première fois en post-accouchement, ce qui a été mon cas. Mmh. Et là, tu vois, quand tu te retrouves là-dedans, pareil, dans l'inconnu, où c'est la première fois que tu ressens des douleurs, tu dis: «Waouh, là, je suis dans l'expérience que me décrivent tous les jours, mes clientes» et que tu dis: «Mais quelle douleur, quoi!» Et Ouais. tu te dis: «Ça y est, ça va être ça, comment je vais m'en sortir? Ça y est, ma vie sexuelle est foutue. Ça se trouve, ça y est, je suis juste là, je serai la sexologue qui, bah, pourra plus avoir une sexualité avec Il y a plus de pénétration». Mais sexe. en même temps mais en même temps, est-ce que c'est si grave que ça puisque tu dis à tes clientes que c'est pas grave et cetera? Enfin bref, ça a Mmh. mis pas mal de choses, en perspective et je me suis dit: «OK, OK». Ce que tu dis à tes clientes à chaque fois, c'est qu'il y a plein de solutions. Heu, Souvent on est en mode panique et angoisse, mais ça va pas t'aider. Donc tu Mmh. vas apprendre à te détendre parce que la relaxation, c'est ça qui va t'aider Ouais, et tu vas ajuster. Et ouais. c'est vrai que mon discours avant vis-à-vis des douleurs et ce qu'on retrouve, souvent, c'était: «Quand on a mal, c'est pas normal et donc on arrête». Mmh. J'ajuste maintenant un petit peu vis-à-vis de mon expérience parce que je trouve que alors oui, c'est important de s'écouter, hein, évidemment. Par contre, ce que je vois du coup aussi dans les clientes, c'est que quand on arrête dès qu'on a mal, ben, on permet pas un ajustement et de pouvoir faire qu'on ait plus mal au bout d'un moment. Ouais. Donc je dis pas qu'il faut forcer vis-à-vis de la douleur, par contre d'écouter cette douleur et de venir réduire le volume de douleur. Oui. Moi, en tout cas et de ce que je vois aussi, pour mes clientes, c'est d'ajuster, de pouvoir écouter, de changer de position, de vraiment pouvoir réduire. Donc la douleur va pas passer de 100 à 0 du jour au lendemain. Donc il va falloir en fait écouter cette douleur, pouvoir changer de position, s'ajuster, respirer, faire des rapports peut-être un peu moins longs Mmh. et à force d'écouter, de pouvoir ajuster, il va y avoir du mieux. Et moi vraiment en faisant ça et ça dépend vraiment des personnes aussi, là c'est mon cas particulier
et je partais aussi d'une aisance aussi. Mais au bout de 3 rapports à écouter, à pouvoir ajuster, ça y est, j'avais plus de douleur. Ça a été. Parfois, c'est aussi, après, j'ai envie de te demander avant de continuer, qu'est-ce Oui, qui peut causer ces douleurs après accouchement? Est-ce que c'est quand ouais. tu as eu des déchirures, des épisiotomies ou est-ce que ça peut être lié à n'importe quoi, qui peut causer des douleurs Alors, à la pénétration? ouais, c'est il peut y avoir les déchirures, il peut y avoir, le corps qui fait mal, il peut souvent l'appréhension aussi, le fait de pas en avoir envie Mmh. aussi, ça peut jouer là-dessus, donc il y a plein de choses. Dans mon cas, je me disais: «Bah, est-ce que du coup je» alors l'envie est là, mais est-ce que du coup, en fait, j'ai peur? Et je me disais: «Mais non, pourtant j'ai pas peur». Mais je pense que quand même, du coup, je pense qu'il y avait quand même une appréhension, puisque, bah, mon périnée était quand même, bien tendu, bien contracté. J'ai eu quand même, une des ventouses, donc peut-être aussi je me suis dit: «Bah, voilà, mon périnée, il a peut-être» même si moi je m'en souviens pas de la douleur, peut-être que mon périnée, mon corps s'en souvient et il a besoin d'être rassuré Mmh. C'est ça. aussi, Ouais, tu vois? c'est ça. Donc c'est de pouvoir des fois on peut faire ce travail-là, ce questionnement-là seul. Je pense que j'ai pu aussi, bah, parce qu'il y a cette casquette de sexologue, mais des fois et c'est important de pouvoir demander de l'aide. Donc moi, tout de suite, je me suis entourée de professionnels. Je suis allée demander de l'aide aux kinés, aux ostéos parce que je savais qu'ils pouvaient m'aider. Ouais. Ouais, c'est un Et bon si ça réflexe. n'avait pas été suffisant, j'aurais fait appel à des psys. J'ai fait appel à des psys, mais pas sur cette thématique-là, mais je serais allée creuser ça aussi. Tu aurais été creusé. Ce que tu Mmh. disais sur la douleur, c'est intéressant parce que ça ressemble un peu à ce qu'on fait quand on travaille sur un trauma. C'est que pour le soigner, tu dois aller vers l'intensité. Tu peux pas le Mmh. soigner en étant que dans la douceur ou que dans la ressource parce que, bah, si tu vas pas regarder, tu peux pas soigner Non. et c'est un peu, voilà, on ressent la douleur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, ce que j'encourage mes clientes à faire, c'est s'il y a de la douleur, c'est faire pause et respirer dedans, voir s'il y a un message, à reculer, changer. Exactement ce que tu dis, en fait, parce que si on ne rencontre pas l'intensité, on peut pas la soigner. Elle va Oui. juste rester là parce que c'est un message que ton corps t'envoie et donc c'est Oui. intéressant que tu aies, tu vois, que tu aies eu ce cheminement-là. Oui, que Après, du comme coup tu dis j'ajuste. Et que et même mon discours parce que j'étais aussi du genre à dire: «Bah, dès qu'il y a de la douleur, on arrête». Puis en fait, concrètement, quand moi j'étais dans cette pratique-là, je me dis: «Bah non, ça peut pas fonctionner» et c'est dur de en plus, c'est dur de trouver les bons mots parce que tu vois, tu peux pas choquer. J'allais dire, c'est dur de rester dans la douleur parce que, bah, c'est tellement intense, tu as l'impression que ça va étirer, que ça va exploser et cetera et en même temps, comme tu dis, la respiration aide énormément et en fait, tu sens que, là, il y a de l'espace qui se ouais, crée un peu plus. exactement et ce que tu disais sur le fait de rassurer ton corps, c'est exactement ce que ça fait, en fait. Quand il y a de la douleur et qu'on reste avec et qu'on respire dedans, ton corps se dit: «OK, ça va, je peux me détendre». Parce que la douleur, c'est souvent ça dépend des cas, mais ça peut être des contractions, en fait et Oui, donc respirer, te détendre, comme tu disais au début, ça peut déjà apaiser ces contractions-là et ça peut oui. aider. Et Non, pas oublier aussi, il y avait autre chose aussi, pas oublier aussi, alors j'allaitais, et donc quand on allaite, on a aussi, moins d'oestrogène et donc il y a aussi moins de lubrification. ah oui, effectivement, ouais. Donc c'est pas que ça, les douleurs évidemment, mais c'est important, pour les personnes qu'elles soient au courant de ça et de toute façon d'utiliser du lubrifiant, ça, qu'on allaite ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, tout le temps, on est d'accord. Lubrifiant, on y va. Non, c'est clair, Yes, d'accord. Pour, plus de confort, lubrifier à fond. yes, J'ai encore 1 ou 2 questions sur le sexe pendant la grossesse et après j'ai des questions sur après. C'est yes. moi j'ai une question par rapport à quand on fait l'amour enceinte. Est-ce qu'il y a des positions que tu recommandes? Parce que ça, c'est mon parcours du combattant là. C'est, à Mmh, chaque fois se dire ouais, dans quelle position on se met pour que ce soit pas trop gênant, le ventre et cetera. ouais, Est-ce que tu en as que tu recommandes? yes. La meilleure position est celle où tu es confortable. Donc effectivement, ça va demander plein d'ajustements. Parce que ça va pas être la même chose, la veille ou le mois dernier, et ça peut même changer au cours du rapport. Donc oui, des fois, ça peut être une gymnastique, des fois, ça peut être en termes de position, mais des fois aussi simplement d'angle. Tu vois? Une même position avec un angle, différent, c'est pas la même chose. Par exemple, si tu es sur ton partenaire et que tu es à 90°, bah, c'est pas la même chose si tu te penches un petit peu et que tu es à 45°, par exemple, ou vice versa, ça peut être beaucoup plus confortable.
des fois de mettre un coussin. Moi, je sais qu'il y avait certaines positions où je sentais mon ventre qui était dans la gravité, ça faisait mal, ça tirait. Et donc, rien que de mettre un coussin ou un support, c'était déjà beaucoup plus En dessous de ton confortable. ventre, en fait? Ouais, en dessous de mon Ah! ventre, dans la position, par exemple, levrette ou même sur le ventre. Enfin, tout dépend aussi avec quoi on se sent à l'aise. Mais moi, j'avais OK. besoin de sentir ce soutien sur mon ventre. Ouais, tu peux prendre ton coussin de grossesse et le mettre en Ouais, dessous, par exemple. ouais. Je pense que c effectivement, ça peut aider, ça peut Mmh. carrément aider. Ouais, Ouais, nous, à ça, chaque fois, c'est différent, hein. Je veux dire, à chaque f en fait, comme à chaque fois que tu fais l'amour, ton corps a changé, oui. tu es obligé d'adapter. Tu peux pas, par exemple, d'une semaine à l'autre, te dire: «OK, ça a marché la semaine dernière, Ouais. ça va Et puis marcher ton cette bébé fois». change un petit peu de position, bouge aussi, Ça donc c'est pas les mêmes, sensations, les mêmes conforts non plus. Carrément, carrément. Non, mais c'est vrai. En tout cas, position confortable, c'est le plus Ouais, important. Et j'ai une de oui. mes clientes qui demandait: «Est-ce qu'il y a une période où c'était tabou de faire l'amour quand on était enceinte? Ou pas? Ou ça a toujours été quelque chose de OK?» Non, il y a eu des périodes tabous. Après, c'est vrai en termes d'histoire, ça, je suis pas très forte. Histoire et sexualité, je retiens pas les dates, et cetera. Donc oui, c'est sûr qu'il y a eu des périodes où c'était tabou, tout comme faire, l'amour pendant les règles. Après, quelle période, à quel moment, ça, je préfère pas m'avancer dessus. Mmh. Ouais, parce que je me dis que ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Et en Mmh. même temps, j'ai lu, alors je sais pas, ça fait longtemps que j'ai lu ce bouquin, un bouquin qui parlait de sexualité. Il disait que dans certaines ethnies, il y a très longtemps, quand tu avais une femme qui était enceinte, le père, c'était toutes les personnes qui avaient une relation sexuelle avec elle pendant sa grossesse. Et donc Oui, plus elle couchait avec des hommes, plus l'enfant avait de père, plus l'enfant avait de ressources. ouais. Ouais, je crois que c'était Ça me dans dit une quelque chose ce société livre, oui, matriarcale. oui, j'ai dû le lire Ça aussi et doit être c'était dans les dans sociétés matriarcales. C'était pas un Voilà, truc, un livre exactement. là-dessus? Mmh. C'était ça, ça parlait de Ouais. société matriarcale. Le livre s'appelle, je crois c'est The Evolution of Desire, si je me trompe pas. OK, David OK. Foss. Il y a plein de choses sur, le sexe pendant la grossesse qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Même il y a tu disais tout Mmh. à l'heure qu'il y avait des hommes qui étaient excités par ça. Il y a un fétiche aussi, hein, de faire Oui. l'amour avec une femme enceinte. Oui, bah, dans le porno, il y a une Dans le catégorie porno, il y a une aussi, donc ça veut bien catégorie. dire que il y a des ça excite, certaines personnes, ouais. Ouais, carrément. Et j'avais une dernière question, c'était: est-ce que quand tu as du désir sexuel, ton bébé ressent que tu as du désir sexuel? C'est comme les hormones ou c'est juste il pas forcément? C Ça, je ne sais pas par rapport aux études qui ont s'il y a des études, là-dessus, parce que ça aussi, je pense qu'en plus, c'est un tabou un petit peu par rapport à ça. Le désir, c'est déjà beaucoup cérébral aussi, ça se passe déjà beaucoup dans le cerveau, hein. On dit, hein, le cerveau, c'est l'organe sexuel, en premier. Là, c'est que moi qui parle, mais ce que je pourrais, y dire. Je pense que si c'est ce que tu imagines, ton imaginaire, cérébral et cetera, je pense pas que ton enfant puisse participer à ça. Par contre, dans ton corps, s'il y a de l'excitation, s'il y a des choses, je pense qu'il ressent, tu vois, les hormones. Donc, voilà, bon, je sais pas trop, j'ai pas développé encore cette réflexion-là et j'ai pas Mmh. d'appui là-dessus, mais c'est une question intéressante. Ouais, je me suis dit que c'était intéressant parce que j'y avais pas pensé, de me dire que mais Mmh, peut-être ouais. que c'est une Et question plus vaste sur est-ce que ton bébé ressent tes émotions, ta oui. joie, ta tristesse? J'imagine que oui, dans Oui, un sens, puisque oui, oui, c'est vrai qu'on peut le dire ou encore, tu vois, là, je lisais ce matin, quand j'attendais chez le médecin où, l'article, bon, alors je sais pas leur source, mais disait: «Non, vous ne transmettez pas votre stress à votre bébé quand vous êtes enceinte». Donc tu vois, des mmh. fois, c'est un petit peu comme si on pouvait transmettre que les bonnes choses. C'est chouette que vous pouvez transmettre, mais par contre, les mauvaises choses, non, ça, vous pouvez pas les transmettre. Donc bon, Ouais, je ce pense sera qu'il à y a beaucoup de creuser. recherches. Ouais, je pense Moi, que je ce pense sera à que creuser. ouais et puis même si on se pose ce genre de questions, enfin, je pense qu'il faut des fois pas mentaliser, trop penser à tout ça, juste se dire, peu importe en fait, enfin, si je suis bien comme ça, très bien et on va C'est pas ça. réfléchir plus loin. Parce que plus on se pose des questions, plus on angoisse quoi aussi. Ouais, c'est plus comment je fais pour me sentir à l'aise dans mon corps et naviguer tout ça, comme on disait. OK, maintenant j'ai des questions sur l'après-accouchement. Yes. Le truc que j'ai pas encore vécu du tout, mais ça va, je suis sereine, mais quand Ouais. même, ça soulève pas mal de questions. Déjà, première question, c'est j'en ai tellement, mais bon. Déjà, combien de temps après un accouchement on peut faire l'amour avec pénétration? Juste pour poser un peu le cadre. Ouais. C'est bien que tu dises, après pénétration parce que si tu avais dit combien de temps après on peut faire l'amour, je t'aurais dit: «Bah, déjà, on va redéfinir ce que c'est faire l'amour». Parce Ouais, qu'en c'est soi, ça. si on parle pas pénétration, tu peux le refaire à n'importe quel moment si tu en as envie, tu vois? Ouais.
Avec pénétration, souvent, on va recommander quand même, le feu vert, de la sage-femme ou du gynéco qui survient généralement 6 semaines postpartum, qui va vérifier que tout est «en C'est ordre» long entre 6 guillemets. semaines. Bah, 6 semaines, ça passe vite quand tu as un bébé. Pas faux, pas faux. Ça dépend les perspectives, mais voilà et souvent quand les femmes justement ce qu'elles vont dire quand elles reçoivent le feu vert, elles vont dire: «Mais je suis pas prête là, enfin on me donne le feu vert, mais moi, enfin on me parle de contraception, mais j'ai même pas eu le temps de penser à moi déjà», donc tu vois? Donc ça dépend vraiment des personnes. Mais dé généralement pour la pénétration, d'attendre le feu vert, moi j'ai envie de dire si vous connaissez bien votre corps, si vous le sentez, voilà, Mmh. c'est Et après tout c'est vous, hein. est-ce que c'est différent quand tu as une césarienne du coup? Puisque Pareil, la césarienne, on va attendre qu'il y ait, la cicatrisation aussi, bah, voilà, de la cicatrisation, que, même s'il y a des douleurs et cetera, voilà, d'attendre ça. Mais encore une fois, si les personnes se sentent avant, qui on est pour, leur interdire? ouais, donc ça dépend, consulter le médecin, écouter son corps quoi, Oui, ouais, globalement. ouais. Et est-ce qu'en bas, tu vois, une fois que tu as accouché et qu'un bébé est passé par ton vagin, est-ce que tout change? C'est la question. Ça dépend, hein, vraiment, pareil, il y a pas de corps, unique, et qui est le même, partout. Il y a certaines personnes qui vont dire: «Ah oui», souvent, juste après: «Bah, ça ressemble un peu à un chou-fleur, c'est un peu gonflé et cetera». Bah, attends, il est quand même C'est passé par, normal, hein? c'est pas rien, bah, c'est pas rien, mais ça va revenir à son état, donc pas de stress vis-à-vis de ça, mais je pense que c'est important d'avoir l'information que il va y avoir une transition, à un moment que le corps il a besoin pour, voilà, se réajuster, j'aime pas dire revenir à la normale parce qu'on ne sait pas en fait, mais juste se réajuster face aux changements. Puis il y a les changements hormonaux aussi, donc voilà, de laisser le temps, au corps et de venir aussi l'observer. Ouais. Observer, découvrir, que ce soit même si quand il y a des cicatrices, tu vois? Ou juste même quand il y a cette peur de: «À quoi ressemble ma vulve maintenant?» Je dirais, bah, Mmh. d'aller regarder, et d'observer tous les jours que justement il y a une évolution, il y a des choses qui changent aussi. Et puis, j'imagine qu'en termes de sensibilité, de ta paroi vaginale, ça doit changer, sensibilité de tes lèvres, enfin tout, rien n'est exactement comme avant. Comme on disait tout à l'heure, même en étant enceinte, tu sens que l'intensité n'est pas la même. Et donc Oui, après, forcément, il peut y avoir enfin, j'imagine qu'avec un humain qui passe par là, tu peux avoir des choses ouais. qui sont complètement différentes. Oui, pour certaines femmes et pour d'autres non, Et pour tu d'autres, ça vois? va être pareil. OK. Pour d'autres, ça va être pareil et j'ai l'impression moi, ça c'est ma théorie. C'est pas une question de physique pour moi, hein, là je parle que pour moi. J'ai l'impression que des fois, c'est pas une question de physique, de ce qui s'est passé et qui fait que je n'ai plus de sensations. C'est des fois, il y a une déconnexion plus, Ouais. tu vois? Bah, peut-être Mmh. j'ai pas le temps pour moi, j'en avais peut-être pas envie ou, je ne suis pas à l'aise avec mon corps. C'est plus ça qui va faire qu'il y a moins de sensations. Cette Ouais. déconnexion plus que le physique, tu vois? De ce qui s'est passé Mmh. physiquement. Donc on pourrait tout à fait envisager qu'après ton accouchement, tu prennes un temps pour te reconnecter avec ta sensualité, peut-être, te faire un massage de la Primordial. vulve, Ouais, faire ce genre de choses et ça va, je maîtrise cette partie-là. Tu vois? Je me dis: ouais, «OK, ça je peux oui. faire». Bah, ça, c'est déjà génial. Ça, c'est de prendre ce temps-là, de se reconnecter, tu vois? Moi, c'était, une césarienne et donc il y avait cette peur de la cicatrice. Pareil, j'étais Ouais, pas préparée donc et je savais que c'était important et au début, j'arrivais pas à la toucher alors que je savais que c'était important pour qu'elle cicatrise bien, de venir la malaxer et cetera et donc j'ai fait appel à des professionnels, au kiné pour qu'elle le fasse et je disais: «Oui, je sais que je vais y arriver un jour mais j'ai besoin de temps» et puis au fur et à ouais. mesure, bah, c'était de la toucher, avec de la distance, puis, juste Mmh. toucher un petit peu, appuyer juste doucement et puis ensuite, au fur et à mesure, je pouvais la malaxer. Ouais. Donc c'est de savoir aussi que ça peut être plusieurs étapes et d'avoir beaucoup de douceur avec soi parce que c'est pas évident. On appelle ça de l'intégration. Tu sais, quand on travaille, notamment sur les traumas, le fait d'intégrer toutes les parts de toi Mmh. et ces différentes C'était sensations corporelles et ce que tu décris, ça mmh, ressemble beaucoup à ça. Au fait de totalement. dire: «Bah, en fait, j'ai cette cicatrice, elle est comme séparée de toi, elle fait pas Ouais, vraiment partie de toi» et au fur et à mesure que tu vas, hem, développer une relation avec elle, tu vas l'accepter comme étant part de toi et là, tu vas être un être un peu plus uni. mais Pareil, totalement. si ta vulve va tripler de volume, pareil si tu as pas les mêmes sensations. C'est intégrer toutes ces petits morceaux et te dire: «OK, c'est moi, même si je suis pas exactement la même qu'avant, ça reste Ouais. quand même moi».
Oui Mmh. et ça, tu vois, je l'ai fait parce que je savais pourquoi je le faisais. Il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'elles comprennent pas et on leur a pas dit l'importance aussi. Moi, je savais que, bah, là, c'est difficile, j'ai un peu de distance avec cette cicatrice, mais je sais, puisque je l'enseigne aussi, que pour l'intégrer, il va falloir me familiariser avec. Ouais, carrément. Et Et j'aurais tu fait la même chose avec ma vulve, et enfin, j'ai fait la même chose avec ma vulve, mais j'aurais fait la même chose en priorité avec ma vulve si ça avait été voix basse, tu vois? Ouais, c'est un excellent conseil, en fait, parce que c'est pas je pense qu'on y pense de façon médicale et de façon physique, mais on n'y pense pas forcément de façon sensuelle, dans le sens des 5 sens, quoi, dans le sens de la sensation en elle-même, donc c'est vraiment bien que tu dises ça. Ouais, je voulais rebondir en disant, tu vois, on parle souvent de mettre des crèmes, enceintes sur son ventre et tout pour éviter les vergitures. Bon déjà, on si ça doit craquer, ça craque, aucune crème, voilà, ne fera son truc. Par contre, on oublie souvent de dire, c'est pas parce qu'il y a des vergitures ou quoi que ce soit qu'on doit oublier de masser cette zone. Et Ouais. moi, j'ai ce qui m'a, sauvée et aidée, c'était des moments chaque soir, j'attendais ce moment 15 minutes pour moi, pour venir me masser, regarder mon corps, masser mon ventre, ma cicatrice, mes vergitures et j'ai vu des bénéfices en termes déjà d'intégration, en termes de sensibilité. J'ai retrouvé une sensibilité. Ma cicatrice, elle est nickel en termes de il y a pas d'adhérence, même elle est presque Mmh. invisible, quoi. 6 mois postpartum, elle était presque invisible et je pense que ce qui a aidé, c'est de venir masser ces zones-là. Oui. Même mes vergitures, elles se voyaient presque pas. Parce que je Mmh. pense aussi ces massages et cette acceptation, plus on accepte quelque chose, de toute façon, moins on est obsédé de regarder, avec Bien des gros sûr. yeux cette partie de soi aussi. Et c'est quelque part, ils mettent l'intention, parce que c'est ce que tu as fait, tu as mis l'intention de te reconnecter avec, pas seulement qu'elle cicatrise et qu'elle aille bien de façon médicale, mais Oui, aussi que dans ta relation avec ton propre corps, ça te permette d'aller bien. Et je oui. me demandais en fait si, tu penses qu'avoir accouché, par césarienne, ça a eu un effet sur ta sexualité qui potentiellement aurait pu être différent de si tu avais accouché par voie basse? Je sais pas si tu as Bah, une oui. une sensation de ça? Bah, c'est dur de le dire parce que, voilà, on sait pas trop, mais je pense que j'aurais peut-être eu plus d'appréhension par, ouais, si j'avais accouché peut-être par voie basse, par rapport à la pénétration, je pense. Mais Mmh. tu vois, ça n'a pas empêché que souvent on va dire aussi souvent cette croyance: «Ah ça va sauver le périnée ou ma sexualité d'accoucher, par césarienne». Mmh. Bah non, ça ce n'est pas ça, ce n'est pas en lien. Bon ça je le savais avant, mais je l'ai vécu, ça m'a pas empêché d'avoir des douleurs, à la pénétration alors que j'ai accouché par voie haute. Donc ça n'a pas de Mmh. rapport, Et tu vois? pourquoi ça? Pourquoi, en fait, c'est décorrélé les 2? Qu'est-ce qui Ouais. fait que c'est pas en lien? Parce que, bah, déjà, on passe tous par la grossesse, donc le périnée, il supporte déjà le poids de la grossesse, donc déjà, peu importe qu'on a par la manière dont on accouche, on a déjà cette grossesse et ces 9 mois et puis ensuite, comme on l'a vu, il peut y avoir plein de raisons qui font que, bah, le périnée peut être contracté et apporter de la douleur et ça n'a rien à voir avec la méthode d'accouchement. D'ailleurs, les études le montrent aussi, ça a généralement peu de liens ou c'est peut-être une semaine de décalage entre la reprise des rapports, entre si on a accouché par voie haute ou par voie basse, Mmh mh. tu vois? Donc et puis, bah, si on allaite, ça peut amener ça, donc peu importe aussi, le type, d'accouchement, si on a des peurs, des angoisses, donc tu vois, il y a pas Ouais, vraiment c'est au pas le final. lien, quoi, pas le lien des Ouais, axes. parce qu'encore une fois, c'est pas que physique et mécanique. Il y a Ouais. pas mal de choses qui sont autour. Dans la sexualité, moi, je trouve que c'est beaucoup plus, psycho-sexo que, mécanique, que physique, quoi, de toute Carrément. façon. Non, mais c'est clair. C'est clair. La plupart des choses, si c'était que physique, ça s'arrangerait presque peut-être plus facilement, je sais pas, mais en tout cas, ouais, Ouais. il y a beaucoup qui se passe à l'intérieur et je trouve qu'en même temps, ça donne le chemin que si je me reconnecte à moi et à mes sensations, je peux me sentir mieux. Ouais et tu fais bien de le dire, c'est un chemin, donc c'est pas du jour au lendemain. Donc souvent aussi les personnes désespèrent parce que ça prend du temps, c'est le processus, normal et du coup de pas hésiter à se faire accompagner pour avoir ce coup de boost, pour être sûr d'être dans la bonne direction, pour être rassuré. Carrément. Et est-ce que tu sens que donc là, on a parlé de se reconnecter avec son sexe, sa sexualité, peut-être pour avoir plus de plaisir après. Est-ce que tu sens, que c'est le même processus pour renouer avec son corps au global qui peut avoir, été un peu déformé puisque tu as le ventre, tu as potentiellement pris du poids? Est-ce que tu sens que c'est le même processus ou est-ce qu'il y a autre chose auquel on peut penser pour renouer avec le corps en entier?
Ouais. Je trouve que ça, c'est déjà des bons outils si les personnes peuvent mettre ça en place parce que souvent c'est difficile par manque de temps, de priorité, donc ça, c'est essentiel. Cette Moi, je suis vraiment beaucoup sur le toucher, donc vraiment, le corps et de manière, globale, mais de faire aussi des choses qui nous font du bien. Tu vois, on parlait beaucoup, c'est le psycho-sexo, donc de vraiment faire des choses qui nous font du bien, qui nous permettent, une détente aussi. Donc Ouais. des fois vous reconnecter aussi, bah, tiens, en fait, qu'est-ce que je faisais avant qui, j'oubliais tout, je partais dans mon monde, peut-être parce que quand je mettais de la musique, peut-être quand, je dessine, quand je chante, quand je cuisine, quand je vais me balader dans la nature, de se reconnecter à ça, à cette Mmh. partie qui fait que là, je suis détendue aussi. Ouais. Donc tu as tous les outils dont on a parlé sur le connecter à son corps, peut-être se masser avec intention, mais il y a aussi être dans la vie, quoi, faire les choses qui nous font nous sentir bien dans notre peau et qui nous allègent un peu et presque se rappeler un peu qui on est et est-ce que ce Ouais. corps, est capable de faire, carrément. Ouais et de Ouais, penser à comment c'était avant, mais surtout, en fait, c'est aussi aujourd'hui. Peut-être que ce qui me faisait du bien avant, bah, c'est plus la même chose et donc ça peut prendre du temps de me connecter avec cette nouvelle partie de moi qui va être nourrie peut-être différemment. c'est ça. Il y a une chose que je me dis souvent sur, le corps, c'est que ce qui peut être intéressant, c'est de penser plus à sa fonction que son apparence. Par exemple, ressentir plus dans le corps, qu'est-ce que ça fait quand je marche, je cours, je nage, je passe du temps avec mes amis, plutôt que: «Oh, je le regarde dans le miroir et il y a ça, 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 ça que j'aime pas» Mmh. et je me demande si ça peut être quelque chose de similaire, de ressentir, en fait, à l'intérieur de ton corps ce qu'il est capable de faire après avoir accouché quand même Ouais. et avoir fait un truc assez énorme, mais juste au quotidien, penser à lui intérieurement et pas seulement dans son esthétique, quoi. Ouais, tu as totalement raison et c'est vrai que, par exemple, là, la cicatrice, c'était un très bon exemple parce que, bah, ça faisait mal et en fait, quand on vient masser cette zone-là pour éviter les adhérences, ben, en massant, on vient casser ces adhérences-là, on vient remettre de la circulation, il y a du sang qui passe, tu vois? Et donc il y a cette sensation de brûlure, ce qui est inconfortable, mais en même temps, en sachant ça en amont, je me disais: «Ah bah là, concrètement, je sens dans mon corps que ça lui fait du bien parce que ça va remettre de la mobilité. Oui, ça brûle, c'est inconfortable, mais c'est par là qu'il faut que ça passe» et je sens concrètement le travail que je mets en application aussi. Ouais. Ah ouais, super. Tu avais cette piste-là qui te montrait que tu étais sur la bonne voie Ouais, mais parce que et j'avais ces informations-là et ces professionnels-là aussi. qui t'avait accompagné, oui. Ne pas oublier Ouais. aussi de se faire accompagner, comme tu disais, d'aller chercher de l'aide, là où vous pouvez trouver de l'aide et est-ce que Mmh. tu trouves, dans tes clients et même dans toi, ce que tu as observé, est-ce qu'il y a une libido, il y a une espèce de courbe de libido après l'accouchement? Genre on en a plus du tout et puis j'ai entendu qu'au retour de couche, tout le monde a plein de libido, enfin je sais pas. C'est Ah ouais. comment c'est la libido après l'accouchement? Il y a rien. Non, enfin, il y a rien dans le sens, je Rien, ne vois c'est pas le de normes. désert. Non, pas du tout. Par contre, bon, ce que les études montrent, c'est il faut une bonne année pour qu'il y ait un rythme de croisière et quand c'est un rythme de croisière, c'est pas en termes de fréquence, mais que, le couple s'habitue à ce nouveau rythme aussi. Mmh mh. Après en termes de libido, ça varie beaucoup. Des fois, tu peux entendre ça par rapport au retour de couche parce que, bah, il y a l'ovulation qui va revenir qui peut des fois déclencher, bah, voilà, une certaine envie et cetera. Mais franchement, voilà, ça va dépendre aussi de la qualité du sommeil aussi, Oui, ne qui pas va briser le influencer pas sommeil. mal. Mmh. De l'état de la relation, de comment on se sent dans son corps, est-ce qu'on a des douleurs? Et pareil, là, pour la petite anecdote et c'est ce qu'on disait justement avec mon amie sur le podcast et on avait un peu honte de le dire, mais que en fait, bah et ça peut rassurer aussi les gens de l'entendre dire, mais ça n'a rien changé, en fait, en termes d'intimité, sexualité. Peut-être aussi parce qu'on avait des bagages, on fait ce travail-là aussi, hein, ça ne sort pas de nulle part, mais que ça peut rassurer certaines personnes parce que souvent on entend, bah, du négatif, ça peut venir apeurer, tout va changer, les sensations vont plus être pareilles. Je vous rassure, il y a des pour certaines personnes, ça peut être totalement la même chose et des choses, très épanouissantes. Il y a des couples qui justement s'épanouissent même encore plus après. Ouais. C'est ça. Ne pas tomber dans parce que je vois beaucoup de choses très alarmantes, hein, en lien avec la grossesse et l'accouchement tout le temps Mmh. et j'essaie vraiment de compenser avec des choses très, très, très positives et se rappeler qu'en fait, vous pouvez visualiser une sexualité, une vie qui se passe bien,
qui est hyper positive après. Et la Ouais. libido, bah, ça fluctue et tu as dit ça fait à peu près 1 an pour, retrouver son rythme de croisière par rapport à le fait qu'il y ait un bébé aussi qui est dans dans l'histoire, qui Ouais. va chambouler l'ordre un peu de ce C'est qu'on plus le avait même avant. rythme. Ouais, il y Ouais, a maintenant c'est: «Ah oui, bah, en fait, la journée, bah, si bébé est avec nous, bah, en fait, concrètement, on peut pas». Si on imaginait, quand, bébé fait sa sieste, c'est des fois pas possible et le soir, bah, en fait, on a juste envie d'aller se coucher. ouais, c'est ça. Donc Donc ça pour joue beaucoup de aussi couples, c'est le temps de trouver quand je dis rythme de croisière, c'est le temps de trouver la manière dont ça peut fonctionner pour eux pour eux. Mmh. et elles. Mmh. Et j'ai une question qui est, je reviens au moment de l'accouchement. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être potentiellement traumatiques au moment d'un accouchement qui font que ta sexualité est très affectée après et à quoi on doit faire attention? Hem, Peut-être quand on prévoit l'accouchement ou notre plan et cetera? Ouais. Alors évidemment, on n'a pas parlé de ça parce que souvent quand on parle justement sexualité post-accouchement, on met tout le temps les traumas, ce qui peut être le cas évidemment. Il y a des fois, bah, d'accoucher, ça peut réveiller, des traumas ou l'accouchement en lui-même peut être traumatique Mmh. et ça, bah, tu le sais très bien, peu importe l'événement, ça peut être vécu d'une manière différente d'une personne à une autre, tu vois? Ouais. Moi, mon accouchement, les professionnels me disaient: «C'est traumatique». Je l'ai pas vécu de cette manière-là, mais il y en a plein d'autres qui auraient pu le vivre de cette Mmh. manière-là. D'accord. Et donc, les traumas peuvent effectivement surgir à ce moment-là de par l'accouchement ou parce que ça vient réveiller des choses. Peut-être des fois, ça vient réveiller aussi des agressions sexuelles, de l'inceste. Mmh. Ça peut réveiller, bah, c'est cette zone aussi génitale hein, quand on accouche aussi par voie basse. Si on a vécu des violences gynécologiques aussi au moment de Mmh. l'accouchement, parce que ça arrive, bah, ça peut être, il y a eu des intrusions, on m'a pas respectée, je me suis sentie violée, je me suis sentie, mon accouchement a été volé, j'ai plus d'intimité. Ça vient Mmh. jouer aussi sur comment je vais vivre, mon intimité après. Ouais, et ça, ces choses-là, j'imagine qu'il y en a où que tu peux prévenir dans le sens où tu peux préparer le terrain pour avoir un accouchement qui ressemble à ce que tu souhaites et il y a des choses que tu peux pas, en fait, Même anticiper. un accouchement, tu peux pas forcément anticiper, même si Tu tu peux pas dis: anticiper. «Je vais aller dans la clinique où il y a les personnes les plus bienveillantes», bah, ça peut arriver qu'un jour, bah, peut-être, une des sages-femmes aura mal dormi ou ça sera un remplaçant, enfin, C'est ça, on peut pas contrôler ça. on peut Donc pas on peut essayer contrôler. de faire au mieux, de peut-être aussi la recommandation, c'est, bah, de si on sent qu'on a un terrain sensible déjà vis-à-vis de ça ou de se dire: «Là, je sens qu'en termes de sexualité, ça va être difficile», de pas attendre le postpartum, mais plutôt de consulter les professionnels avant En amont. en Mmh. amont et d'avoir une équipe de professionnels, une liste en tout cas de personnes chez qui vous pourrez aller en postpartum quand vous allez sentir que là vous perdez pied ou que ça réveille des choses. Mais d'avoir Ouais. cette liste en amont, ça aide. C'est une bonne recommandation parce que ça rejoint ce que tu disais sur le fait que pour continuer à avoir une vie sexuelle après l'accouchement, ce serait bien de garder une intimité avant. Bah, pour se sentir, régulé, on va dire, après l'accouchement, ça peut être bien de faire le travail d'être régulé avant Avant. Ouais. et de façon assez marrante, moi, j'ai commencé à travailler avec ma coach en trauma parce que j'ai comme quand j'ai fait ma formation, j'étais coachée sur mes propres traumas puisque, Ouais. tu vois, quand tu te formes, bah, quelque part, tu dois y passer aussi Mmh. et c'est vrai que je m'étais dit: «Ben, pour prévenir, je ne sais pas ce qui peut se passer ou qui peut remonter, mais pour prévenir ça, je fais un travail en amont pour, libérer tout ce qui doit être libéré avant l'accouchement et puis après on Ouais. verra», c'est un peu Mmh. ma préparation psy, tu vois? Même si c'est pas une psy, Mais génial. Oui. mais c'est vrai que j'ai ressenti ce besoin de me dire: «Au moins, j'aurais déblayé ce que je peux et Oui. puis si des choses doivent remonter, ben, ça remontera, mais au moins j'aurais déblayé une partie», ouais. C'est un bon conseil ça, de s'y prendre un peu en amont. Ouais et d'écouter, tu vois, tu as senti qu'il y avait ce besoin-là, tu sais pas trop ce qui peut en sortir, mais tu y es allé et comme tu dis, ça déblaye, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses qui ressortiront après, mais tu as fait, voilà, déjà un travail, tu as déjà ce lien avec cette professionnelle et donc ce sera plus simple pour toi de faire appel à elle Mmh. et les études le montrent aussi, là, si on revient sur la sexualité, mais la prévention, elle est importante et c'est pour ça le livre, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que bien sûr qu'on peut très bien accompagner les couples en postpartum en termes de sexualité, mais il y a pas mieux que de le faire en amont aussi pour que les Mmh. personnes soient outillées, que ce soit moins la tempête ou la crise après. Donc, C'est ça. ce que je me rends compte, c'est que déjà les couples qui sont outillés, qui ont ces informations-là, qui ont fait ce travail-là aussi ensemble, sont beaucoup plus rassurés après aussi et peuvent faire plus facilement appel à une tierce personne, à des sexologues, des thérapeutes en postpartum et vont pas attendre que ce soit la crise, au pied du mur et peut-être une rupture pour venir nous voir.
C'est ça carrément. Et j'avais lu quelque part, je sais pas si c'était en lien avec ça ou pas, je crois que c'était en lien avec ça, au fait d'avoir un enfant, que si tu as une relation qui est déjà dans l'échange, dans la communication, dans une certaine intimité bien avant et qu'elle est construite, alors un événement aussi fort qu'un accouchement va pas forcément ébranler ça. Mais Mmh. si avant, t'as déjà pas ce lien et ce lien d'intimité, de connexion, de conversation, de communication ensemble, alors ça peut effectivement ébranler ça. Donc Ouais, peut-être penser à poser ses fondations, dès qu'on a envie d'avoir un enfant, en fait, j'ai envie de dire. mmh, Dès que le projet est là et se dire: «OK», commencer à mettre les bases et moi, je sais que c'était une longue préparation, tu vois, de se dire qu'on va avoir un enfant, pour moi, personnellement et donc ouais, c'est ouais, intéressant de penser à l'avant pour préparer l'après. yes. Parce que c'est l'information, c'est le pouvoir et d'avoir fait ce travail-là en amont à 2, encore Mmh une mh. fois, bah, ça prépare au mieux. Donc Mmh. effectivement et si on le fait pas avant et que c'est déjà bancal avant, waouh, ça va être, difficile après aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien, préparez-vous et ma Ouais. dernière question, enfin je pense. C'est, comment le fait d'avoir un enfant maintenant, parce que ton enfant a 1 an, ta fille a 1 an, Mmh comment ça affecte ta sexualité aujourd'hui? Qu'est-ce mh. qui est différent? Qu'est-ce que tu sens qui est mieux ou moins bien? Ouais. En mieux, je sais pas s'il y a du mieux forcément, c'était déjà bien avant. Je réfléchis en même temps. Ce qui est différent déjà, c'est en termes, je réfléchis en si c'est indifférent en termes de fréquence. C'est sûr que c'est plus difficile de trouver du temps. Tu vois? Ouais. On revient là-dessus, c'est beaucoup plus difficile de trouver du temps, bah, parce que, il y a bébé qui est là, hein, tout le temps, avec nous. Si on avait l'habitude de le faire en journée et que bébé est là, bah, c'est plus compliqué. Le soir, bah, en fait, des fois, tu es donc c'est difficile aussi d'être là-dedans. Donc c'est plutôt en termes de temps. Après, ce qui est chouette, c'est de voir et ce qui est rassurant, c'est de voir qu'on peut s'éclater toujours autant et Mmh. qu'on prend toujours autant de plaisir et de voir que la passion est là et qu'effectivement, elle se travaille. Je trouve que ça peut être et je me dis, hein, des fois: «Waouh, on a quand même des bases solides» et quand même, il y avait des fois où même moi, je me disais, tu sais, ça te remet quand même des choses, en perspective, en question, ce qui est normal, c'est la vie. Mais du coup, de se dire: «Waouh, heureusement qu'on avait cette structure-là quand même, cette base-là» et qu'on avait cet échange-là, même quand, bah, il y a eu des douleurs, on a pu, s'adapter aussi Ouais, ensemble, tu bien vois? Si sûr. j'avais pas été à l'aise avec mon partenaire, si on n'avait pas eu cette communication, bah, je serais restée avec ma douleur et comme beaucoup de femmes, bah, j'aurais eu des rapports en me forçant peut-être, en faisant comme si j'ai Mmh. pas mal mais je souffre ou Mmh. en refusant tout rapport mais sans expliquer pourquoi, Mmh. Ouais. tu vois? Donc ouais, le plus gros challenge, c'est de trouver du temps, de prendre ce temps-là et le planifier. Alors ça, on avait déjà, des de l'intimité planifiée, donc c'est pas un souci et au contraire, je trouve ça très chouette. Ouais, Tu moi vas je le dire ce que je recommande aussi, recommande, c'est pas j'adore. ouais. Donc voilà. Maintenant, c'est des fois, bah, faire l'effort de se plaire, faire l'effort, de se séduire, retrouver un peu comme avant, tu vois? Là, la relation, ça doit faire, 4 ans qu'on est ensemble, donc on a passé le stade des 3 ans de, tu vois, la passion et tout ça et je Mmh. le sens un peu et je suis là: «OK, soyons vigilants et mettons des choses en place». Ouais, peut-être être un peu plus intentionnel, enfin, comme tu dis, poser, planifier, prendre rendez-vous, poser le cadre et que ce soit une partie de votre vie où vous avez conscience que vous voulez qu'elle continue à Ouais, évoluer. oui. Yes, super. Merci d'avoir partagé avec nous. Voilà, je crois que j'ai fait Merci. le tour de mes questions. Merci d'avoir répondu. J'en avais plein, tu vois? Plein, mais on pourra en rediscuter Et on après aussi, hein, des c'est expériences, clair. Carrément, on post-accouchement. pourra carrément faire un épisode après. Je pense que ça Mmh. peut être une bonne idée. Je te dirai: «Alors en fait, Camille!» Je rigole. Comment je Mmh, fais vis-à-vis de ouais. ça? Qu'est-ce que ouais, ouais, Et ouais. est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager avec nos auditeurs et auditrices sur, la sexualité pendant la grossesse, après la grossesse ou Mmh ce mh. qui te fait envie? Ouais. Bah, le plus important, hein, c'est de s'écouter. Mmh. Ça, on est d'accord, de s'écouter, de prendre le temps et encore plus enceinte et en postpartum et là, prendre le temps dans l'intimité. On va pas se précipiter à quoi que ce soit. Pas se précipiter parce qu'il y a la pression de: «Il faut reprendre des rapports, ah mais si je le fais pas, mon partenaire va aller voir ailleurs». Non, vous prenez tout le temps dont vous avez besoin. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans une relation où on se sent en confiance, où on puisse communiquer, où on peut partager des choses aussi vulnérables, intimes et authentiques
et puis, de s'amuser autant que possible et tout ça, ça se travaille et ça se travaille et il y a des outils en sexothérapie, mais le mieux, c'est de le faire, même avant que bébé arrive, quoi. Ouais, même en amont. Moi, je retiens de ce qu'on a dit, on a beaucoup parlé de connexion, se connecter à soi, à son corps, à son sexe, à sa partenaire, quand c'est possible. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais je me disais, si tu es une mère célibataire, par exemple, ça doit être encore toute une question, mais on n'aura pas le Ouais, temps de couvrir cette on fois-ci, fera un épisode mais bonus. on pourra en parler parce que je pense que ça peut être intéressant de voir comment tu navigues Mmh, ça. Et en tout cas, reconnexion, on a parlé de reconnexion, d'aller à son rythme, de s'écouter, de confronter la douleur en douceur aussi, si jamais ouais. elle se présente. Et ouais, et que c'est un chemin, c'est un processus, c'est pas quelque chose, voilà, qui se passe comme ça du jour au lendemain, mais au final, c'est un long processus puisqu'on voit qu'on se prépare bien avant et que ça dure bien après. Mmh. Donc c'est top. Merci beaucoup Camille d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc on peut te retrouver sur ton podcast Camille parle sexe, sur ton Instagram qui est pas Camille parle sexe aussi, et Yes. ton livre c'est Réinventer sa vie intime après bébé. Allez l'acheter, OK? Comme ça vous serez prêts. Allez l'acheter maintenant, même si vous n'avez pas encore de bébé. Même Ouais, si vous êtes en préparation pour, si vous êtes en projet pour, ça peut être hyper intéressant de, comme on disait, de se préparer en amont. Merci mmh. beaucoup Camille d'avoir Top, été merci à avec toi nous Olivia. et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!